Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais dire que ce soir c'est un peu un baptême, mais un baptême laïque. C'est en effet la première rencontre publique des éditions Le Chant des Voyelles. Et bien sûr, on remercie la librairie Le Maire Le Moqueur d'être le lieu de la cérémonie. Isabelle Mercamaheu est la première auteure avec Marcher sur son ombre. Donc c'est l'histoire du dernier jour en prison d'un homme qui doit retrouver sa femme et sa fille. Quartier d'extraction, 10h18. Je n'ai jamais voulu ça. Jamais voulu dormir sans elle. Les gens se trompent quand ils parlent de la misère sexuelle en prison. La vraie misère, c'est celle de la peau. Aucune autre peau qui se frotte, s'écarte et revienne glisser sur la mienne. C'est ça le vrai chagrin. La solitude du corps tout entier et pas seulement celle du sexe. À côté de ce chagrin, de cette solitude complète, le sexe, c'est presque anecdotique. Jamais, dans la vie, je n'ai connu une telle solitude du corps et de la peau. Enfant, on est touché par sa mère, par sa sœur, par les autres enfants. Adolescent, on touche ses fiancés, on caresse, on est caressé. On ne peut pas encore coucher, mais on est touché, tout va bien. Adulte, c'est le meilleur moment. Si on s'y prend bien, on peut avoir pendant des années un corps aimé tellement près. Dans le lit, collé le long de l'autre, dans la cuisine où on se croise en s'effleurant, au cinéma, la main sur son genou ferme et chaud. Mais là, rien. À part les parloirs, rien. Mais le parloir, c'est terrible. Parce qu'à ce moment-là, le besoin sexuel prend toute la place. Plus aucun espace pour toucher la peau aimée, simplement pour le contact tendre. Le besoin vient tout électriser. L'épiderme s'affole. Plus de place pour la chaleur tranquille du contact. Et là, tout le monde est au même rang. Tous les détenus se ressemblent. Il n'y a plus les romantiques, les pressés ou les joueurs. Il n'y a que des hommes tristes et en colère, débordés par la tyrannie de leur sexualité. C'est ça que la prison m'a volé. Le plaisir tiède de ma main sur l'arrondi de l'épaule, sans que cette main soit tout de suite aimantée par ses seins. Ici, les mains n'ont plus le temps. Elles sont pressées parce qu'elles savent que l'heure de la fin du parloir arrive. Elles n'ont plus d'envie, elles n'ont que du besoin. Et puis ici, les hommes ont tellement peur de passer pour des tapettes qu'ils maintiennent des distances extraordinaires avec les autres. Enfin, pas les Arabes. Eux, ils ont su garder le naturel du corps. Mais les autres, tous les autres se raidissent. Chacun vit dans un périmètre de sécurité. Le mois dernier, chez le dentiste du service médical, un Toulousain débonnaire, j'ai été harponné par un sanglot. Simplement, parce qu'en me parlant du tournoi des 6 nations, il m'a posé une main sur l'épaule, et que de l'autre, il m'a dirigé le visage dans le champ lumineux de sa lampe. Sa main sur mon visage, pas du tout équivoque, mais humaine, tellement humaine. Ça m'a fait souffrir. Comme je pensais que maintenant, cela ne pourrait plus m'arriver. Il s'en est aperçu. Il a cru que j'avais peur. Alors il m'a dit « Vous n'avez rien à craindre, je ne toucherai au nerf que quand l'anesthésie aura fait effet. » Je me suis ressaisi et pour me calmer, pour oublier cette peau fraternelle touchant la mienne, je me suis concentré sur la douleur du nerf que l'anesthésiant allait étouffer. Mais il n'y a pas que la sensualité que la prison confisque. Il y a aussi, surtout, la présence physique de nos enfants. Et le fait de les recevoir ou non au parloir n'y change rien. Plus rien d'eux ne nous est accessible.
Au début, j'étais obsédé par le fait que j'allais perdre le souvenir de sa peau de petite fille, de l'odeur de sa peau, aigre après une compétition chaude et molle quand elle sort du bain. Et ses cheveux, petits marseillais à l'olive, le jour du shampoing, un peu âcre les jours suivants, jusqu'à salé et chaud quand elle a joué toute la journée au square. Son odeur d'enfance, cette odeur qu'elle n'aura peut-être plus quand je sortirai. À côté de ça, le manque de sexualité, ce n'est pas grand-chose. Juste un suspens douloureux, une privation temporaire, alors que pour l'odeur d'enfance, ce qui est perdu l'est sans doute pour toujours. Cette histoire, tu aurais pu la raconter de manière linéaire, tu aurais pu raconter avec une cadence différente, et pourtant, tu as choisi de passer d'un chapitre à l'autre. On est soit dans le train qui va vers Grenoble, soit dans la prison où on va vers la sortie. Il y a une attente extrêmement forte, et c'est cette attente que tu racontes dans ce temps binaire et avec ces deux voix. Comment est-ce que tu as construit ça au départ? J'ai écrit le roman un peu à toute vitesse pour ce qui était de l'histoire, dans un premier temps. Et après, je me suis dit que je devais revenir en arrière pour différencier les voix, tant est que j'ai réussi à le faire, et aussi différencier les rythmes. Ce qui m'intéressait, c'était qu'elle était dans un espace clos qui avance. Et lui, la prison, c'est un autre espace clos. Et je me suis dit, voilà, ça va rebondir comme ça. Il y a vraiment deux voix, ça c'est évident, mais deux rythmes. Hein. Il y a cette espèce de rêverie de la petite, parce qu'elle essaye elle fait le bilan un peu de tout ce qui s'est passé, elle réfléchit, elle raconte ses amis, elle se raconte. Finalement, elle raconte ce qu'elle n'a jamais dit à son père, ce qu'elle n'a jamais pu dire à son père, c'est-à-dire sa vie.